Votre mission, à vous la parole, reçoit en ce jour Kifisi Jean Gervais, secrétaire général permanent du Forum des leaders traditionnels d'Afrique. Avec lui, nous parlerons des élections municipales et régionales de 2023 ainsi que de la présidentielle 2025, de ses relations avec les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Kifisi évoque les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bienvenue à tous et à toutes. Cela fait plusieurs mois que Sa Majesté Kifisi est absent des plateaux de télé en Côte d'Ivoire. Quelle est votre actualité récente? En 2011, j'avais pris la décision de me retirer des écrans de la Côte d'Ivoire. Parce que à cette époque-là, il y avait deux organisations. Il y avait le Forum des rois d'Afrique et il y avait le Conseil supérieur des chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire. Et ça faisait un peu de division. Et donc j'ai décidé qu'on ne parte pas en rang dispersé pendant les présentations de vœux à la présidente de la République. Et donc j'ai demandé au ministère des Affaires étrangères d'inviter seulement le Conseil supérieur et que, étant donné que nous sommes aussi en Côte d'Ivoire, j'ai même donné, pour faciliter cela, j'ai donné le pouvoir de ma représentation à cette organisation, à celui qui dirigeait à l'époque cette organisation. Donc tout ça, c'était vraiment pour éviter la division, parce que nous étions à un moment très complexe de la Côte d'Ivoire en 2011, avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, avec les problèmes de post-crise, il fallait vraiment se sacrifier pour renforcer la cohésion au niveau de la nation. Il ne fallait pas chercher à prévaloir un poste quelconque ou bien se faire voir parce qu'on a, et voilà, après avoir pris cette décision, aujourd'hui, je glorifie le nom de Dieu, que l'objectif pour lequel je me bats a été atteint. Mon objectif, c'est la révalorisation de nos us et coutumes, la reconnaissance des chefs et rois dans les différentes constitutions en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Ça veut dire que en m'ayant retiré du public, j'ai favorisé l'unité et aujourd'hui est née la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour moi, c'est un privilège. Et à cela, je dis, je ne peux que féliciter les autorités de ce pays qui non seulement ont fait appliquer la même chose que les autres pays africains ont appliqué à ma demande au sommet de 2009, au sommet des chefs d'État à Addis Abeba, là où j'ai demandé que les rois et chefs soient intégrés dans les constitutions en Afrique. Je glorifie le nom de Dieu. Mon absence, ça a été un peu long, mais c'est stratégique. C'était pour renforcer l'unité, c'était pour permettre aux rois de ne pas être divisés. Et donc, je remercie Dieu que ça a produit vraiment quelque chose aujourd'hui qui est à la disposition de tous les chefs, de tous les rois de la Côte d'Ivoire. En ce moment, nous préparons un forum, le forum des aristocrates africains et européens qui doit se tenir à Milan. C'était prévu pour septembre, mais on a déplacé pour mars 2023 pour des raisons purement techniques d'organisation. Parce que nous avons fait le lancement à Rome le 25 mai 2022 et nous avons vu les lacunes. Donc il fallait combler ces lacunes-là. Ce que je peux dire, c'est que l'objectif du lancement est atteint. Parce que l'objectif qu'on avait pour le lancement du forum qui doit se tenir à Milan, c'était d'abord de présenter le projet et définir les objectifs de ce projet et présenter ce projet
aux décideurs européens, de sorte que quand nous allons faire le sommet, nous ne soyons plus en train de demander, nous soyons en train de récolter. C'est-à-dire, on aurait présenté déjà des projets des leaders traditionnels du continent africain et qui auraient eu des financements que nous allons annoncer. Mais en plus de cela, nous avons décidé à Rome que les rois et les chefs traditionnels du continent africain doivent s'impliquer dans le problème écologique. Et donc, le sommet qui va se tenir à Milan en 2023, en mars 2023, sera sur la protection de l'environnement en Afrique. Il faut trouver nous allons sortir une charte de conduite pour la nouvelle société. Parce que hier, nos parents n'avaient pas le problème écologique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'ajoute à notre vie. Et ceux qui sont dans les campagnes, ceux qui sont dans les villages, doivent savoir ce que c'est que la situation que nous traversons, la situation écologique, et permettre, à travers cette charte-là, de trouver des solutions pour, je dirais bien, essayer de finir avec l'ancien système qui est que des personnes ou bien des sociétés, qui se rendent dans les villages africains et qui viennent avec soit 2 casiers de vin ou bien 200 000 francs et ils demandent à ce que ils présentent un papier et ils demandent à ce qu'on leur donne un périmètre pour couper les bois. Et on leur donne des périmètres et ils détruisent nos forêts. Et il faut trouver une solution pour compenser cela. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, vous voyez, à Abidjan, quand il pleut, c'est gâté. Oui, mais tout cela, ça doit être une prévision. Mais cette prévision-là, il faudrait que les autochtones, les villageois, les peuples s'impliquent pour que ça devienne une réalité. Donc, le sommet de Milan va aboutir à la signature d'une charte qui va nous conduire dans cette nouvelle société écologique que nous devons vivre ensemble. Voilà le projet d'actualité, si tu veux bien comprendre. Mais parallèlement à cela, nous avons des activités de recherche de la paix qui n'ont rien à voir avec le schéma directeur de l'organisation. Aujourd'hui, d'ailleurs, je dirais que nous sommes impliqués dans beaucoup de conciliambules, dans les crises, les conflits sur le continent africain. Voilà. On a l'impression que votre organisation ne s'est pas encore remise de la disparition de Kadhafi et depuis lors, vous n'avez ni parrain ni oreille attentive. Est-ce un sentiment exact? Écoutez, cela est aussi volontaire parce que lorsque nous avons perdu le frère guide Muammar Kadhafi, paix à son âme, d'aucuns ont dit le forum est tombé. C'est-à-dire qu'on disait même que le roi est tombé, le frère guide a mis Sa Majesté Kifisié sur un piédestal et il est mort et donc il est tombé. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que nous sommes en train d'organiser, même au-delà de l'Afrique, ce sont des choses, s'il vivait, c'est des choses qu'il allait réaliser. Vous savez que beaucoup de nos chantiers avec le frère guide ont abouti. Par exemple, vous voyez, on parle aujourd'hui de la 6e région du continent africain. Oui, mais ça, c'est un des chantiers de notre organisation. Créer un pont entre nos enfants de l'extérieur et l'Afrique. Comment les 370 millions d'enfants qui vivent à l'extérieur de l'Afrique peuvent apporter leur contribution au développement du continent africain. Aujourd'hui, c'est été créé par l'Union africaine, c'est décrété dans les statuts de l'Union africaine, la 6e région du continent africain, mais ce sont les institutions aujourd'hui qu'il faut donner leurs attributs. C'est pour cela que le forum travaille, d'ailleurs le forum travaille pour que ces institutions-là puissent exister, pour aider l'Afrique. Parce que vous voyez, il faut plutôt
que ce soit des institutions qui soutiennent le forum, qu'il ne faut pas des êtres humains. Parce que l'être humain, il est de passage. Mais les institutions ne meurent pas. Donc voilà la vision du roi. Et c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, je dis que nous sommes en train de déblayer encore le chemin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes reconnus par les constitutions. Les rois ont donc la capacité d'être financés directement par l'Union européenne, comme les ONG, comme les organisations non gouvernementales. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Il aura un déclic. Voilà. Et ça, c'est l'objectif du Forum des souverains et leaders traditionnels du continent africain. Vous avez de nombreux noms depuis que vous êtes à la tête du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique. On vous appelle Kifisi, Malik Moulouk et aujourd'hui Roi David, puisque vous avez été intronisé en Éthiopie en septembre 2019. Pourquoi ces différents changements de nom? Moi, je dirais trop orgueilleux d'expliquer cela. Mais je pense que mon nom au village, c'est Zié Jean Gervais. Et c'est d'abord comme ça que je t'ai appelé. Et Dieu lui-même m'a fait devenir chef central de Payopa. Et il m'a donné des attributs qui sont celles que j'ai aujourd'hui. C'est Dieu, parce que je ne peux pas, moi je ne peux pas dire que ce que je suis en train de vivre, je ne sais pas s'il y a encore des humains qui sont dans le même cas, parce que moi je suis bêté de Gagnoa. Mais je suis le roi David, couronné sur la terre sainte. Je suis le 263e roi, couronné à Aksum, sur la terre sainte. Et le dernier après Haïlé Sélassié. Bon, ça veut dire que ma vie, qui est d'abord une vie, je ne dirais, c'est pourquoi je disais, ce serait trop orgueilleux d'expliquer, parce qu'il est mieux qu'on découvre, est-ce que vous comprenez? Il est mieux qu'on découvre ce que la main de Dieu, et non qu'on devient orgueilleux de ce que Dieu est en train d'accomplir. Je suis une prophétie qui a été déclarée en 2002-2003 que j'étais le roi David. Et le prophète, il est là, il est ivoirien. Mais moi, je ne croyais pas. Aujourd'hui, depuis que je suis devenu chef sur mon trajet, j'ai été converti à l'islam, donc al-Kadhafi. Et après, j'ai été converti comme roi David. Mais attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà que l'homme est découvert par des Blancs. Parce que c'est d'abord en Grèce qu'on m'a découvert. Et on m'a fait roi David. C'est les Grecs, à Montatos. Là-bas, on n'y va pas ni avec voiture, ni avec avion. C'est sur bateau et aucune femme ni mes pieds. C'est sur cette terre que j'ai été baptisé d'abord au roi David. Et lorsque les orthodoxes grecs voulaient me couronner en Moldavie comme roi David, comme ils ont vu, c'est là qu'il y a eu la révélation que je suis descendant d'Éthiopie. Donc, après la réflexion qui dit que les Krous viennent d'Éthiopie, il y a eu des recherches. Et dans ces recherches, il s'avère que je suis dans la lignée. Donc, si je suis dans la lignée, ça veut dire que c'est sur cette terre où je suis dans la lignée que je devais être couronné. C'est pour cela que je comprends pourquoi il y a eu 2 millions de personnes à mon intronisation. Toutes les régions du continent africain étaient représentées par un roi, par zone. C'était émouvant. Pour moi, c'est même... Je me demande si ce n'était pas un rêve, alors que c'était une réalité de voir. Mais tout cela, c'est la prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, la prophétie est en cours. Donc, on ne peut pas dire, peut-être que demain, je ne sais pas si on va m'appeler aussi Job, ou bien on va m'appeler aussi, comment il s'appelle, roi Salomon.
mais que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'est pas le nom qui compte, c'est la main de Dieu qui est sur l'humain et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'humanité. C'est ça qui est important. Racontez-nous le processus de cette intronisation comme le 263e roi David dans la ville sainte de Aksum, en Éthiopie. Je vous dis tout à l'heure que c'est d'abord une prophétie qui a été... Bon, si vous voulez, je vais aller dans le détail pour, pour que les Ivoiriens aient plus de détails. C'était d'ailleurs à l'hôtel Ivoire, auprès du jeune qui scie les chaussures. Là. Un jeune qui cirait les chaussures à l'hôtel Ivoire. Il était toujours assis auprès de la pharmacie. Hein? Et à côté de lui, quand je suis venu faire cirer ma chaussure, se trouvait un jeune homme, un petit prophète, qui disait que moi, j'étais le roi David. Donc, à ce temps-là, moi, je ne croyais pas. Bon, je ne peux pas croire à ces choses-là. Et surtout qu'il n'était même pas quelqu'un de bien habillé, quelqu'un de, tu vois, non, de sérieux. Il était vraiment démuni et il sort une parole. Premier jour, ça ne m'a rien dit. Le second jour, quand je suis revenu, je lui ai dit, venez. Il s'agit de quoi? Et c'est là qu'il a dit que Dieu l'envoie vers moi pour me dire que je suis le roi David et que mon trône n'est pas en Côte d'Ivoire, que ça est sur le continent africain. C'était en 2002, 2000. Mais je crois que je n'étais même pas encore chef. Je n'étais même pas encore chef. Maintenant, ce qui va expliquer que la main de Dieu est sur ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord le fait que lorsque les BT, mon peuple, m'a appelé pour devenir le chef, c'est la même histoire que le roi David. Le roi David, son père n'était pas roi. Dans la Bible, il a été choisi par Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le secret, pourquoi il a choisi. Et qu'il a réussi des guerres aujourd'hui dont on s'en souvient toujours. Voilà, pour ne pas rentrer dans certaines choses. Voilà. Donc moi je dirais que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Le roi David qui a été découvert par les Grecs et à la suite on a découvert que les Krous sont descendants d'Égypte et d'Éthiopie, pardon, et on a découvert que c'est à Aksum, parce que quand ils ont décidé que ça doit être Aksum que je vais être couronné, ça a été décidé par le pape des orthodoxes en Éthiopie, qui a dit non, non, lui, ce n'est pas ici, c'est à Aksum. Voilà, donc c'est pour dire que voilà un peu le processus. Maintenant, quitte à dire que le processus est déclenché par Dieu et le processus est conduit par Dieu. Que représente cette intronisation pour vous et quelles sont les retombées pour les leaders traditionnels africains? Moi, je dirais qu'elles sont spirituelles. Vous voyez, il ne faut pas... Le plus souvent, on cherche des choses qu'on voit, alors que ce qu'on ne voit pas est aussi plus important que ce qu'on voit. Moi, je peux vous donner des exemples. Hein. La Côte d'Ivoire, je le disais à Mme Zuma en Afrique du Sud, durant une audience qu'elle m'a accordée. Et on était à la veille des élections et elle me posait la question, mais qu'est-ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire avec tous ces mouvements, tous ces problèmes? Je lui ai dit, si Dieu m'a choisi comme le roi David, Dieu ne va jamais humilier la Côte d'Ivoire. S'il m'a réellement choisi comme roi David, il ne va jamais humilier la Côte d'Ivoire. Alors, quand vous dites qu'est-ce que ça représente, voilà d'ailleurs ce que ça représente. Que la Côte d'Ivoire, que les pays qui sont bénis de Dieu, parce que c'est vrai, on ne peut pas rentrer dans certains détails, mais ce que je reconnais, c'est que Dieu a la main sur ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui est important. Et vous aurez plusieurs exemples après. La structure que vous dirigez est née en 2009. Depuis cette date à ce jour, quel bilan pouvez-vous faire de vos actions? Donc un bilan très positif, parce que déjà les rois sont reconnus par les constitutions en Afrique.
Et nous avons enclenché la restitution des biens mal acquis en Afrique et qui a démarré aussi. Ils ont commencé à restituer, tous les Occidentaux ont commencé à restituer tout ce qu'ils ont pillé en Afrique. Ça, c'est un combat que nous avons aussi mené. Et puis, aujourd'hui, nous nous réjouissons surtout du fait que les rois dans tout le continent africain sont revalorisés. Les rois, même à l'heure où je vous parle, il y aura une réunion dans un pays, je ne serai pas là, je serai représenté, mais les rois sont en train de se mettre ensemble. Déjà, moi je pense que c'est un atout, parce que l'Afrique ne peut s'unifier que par sa culture, pas politiquement. Donc il faut que les rois et chefs se mettent vraiment ensemble pour que l'Afrique soit unie. Je suis satisfait de ce que le Forum a apporté au continent africain, parce que le Forum a changé l'histoire du continent africain après la colonisation. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, le Forum, je suis satisfait du fait qu'une porte nous est ouverte aussi à l'Union européenne pour que les rois puissent être financés directement par l'Union européenne ou par, je dirais même pas seulement l'Union européenne, même par l'Union soviétique ou bien l'Union asiatique. L'importance, c'est que les rois du continent africain ne soient plus comme avant, assis à des frontières où les gens viennent nous traverser pour tuer nos enfants. Il faut les rendre stables. Il faut leur donner des conditions de vie un peu améliorées, de sorte qu'ils puissent assurer le minimum. Parce que c'est par les villages que les rebelles y passent. Mais si le roi est quand même dans de bonnes conditions, il sera difficile que les ennemis puissent traverser donc ces villages-là. Alors, ce serait encore une satisfaction, surtout que l'Union européenne ait ce regard. Même les Nations unies. Aujourd'hui, moi je pense, et je l'ai déjà dit, qu'il faut repenser les Nations unies. À notre temps, ce n'est plus juste que l'Afrique ne soit pas permanente dans les Nations unies, parce que nous représentons une puissance aussi dans le monde. Il y a 5 continents. Parmi les 5 continents, l'Afrique n'est plus le dernier. Si on veut voir sur le plan de la richesse, nous sommes plus riches que eux tous. Notre sous-sol là, c'est plus riche que tout cela. Mais notre problème, c'est encore le désordre cultivé dans nos esprits. Il y a un désordre qui est cultivé dans nos esprits. D'ailleurs, nous ne sommes pas solidaires. Nous ne parlons pas une même langue. Nous n'avons pas un objectif commun. Ce que chacun pense à son pays. Chacun pense au développement de son quartier. Mais qui pense au développement du continent africain? Comment réussir à ce qu'il y ait un train qui quitte Abidjan, qui va au Cameroun le matin, et puis l'après-midi, le train revient. Ça veut dire qu'on peut échanger nos vivres directement. Mais qui pense à cela? Mais qui? Alors, je dis que l'Eldorado qu'il faut créer en Afrique. Je me suis battu pour qu'il y ait la zone de libre-échange. Cette zone de libre-échange, dans mon plan, c'était pour créer une nouvelle ville comme Dubaï, en Afrique, de sorte que ces enfants-là n'aillent plus en Europe et qu'ils viennent vers le désert. Le désert, aujourd'hui, vous voyez les pays du Maghreb, là, dans le désert, là, vous voyez ce qu'ils ont créé. Mais ce n'est pas même technique, là, ça n'existe pas pour nous, qu'on puisse créer un nouvel Eldorado où tous nos enfants vont vouloir aller chercher du travail, vont venir implanter leurs usines. Nous avons 370 millions d'enfants qui vivent à l'extérieur de l'Afrique. Il y a combien qui sont industriels à l'Occident? Combien voudraient venir en Afrique et n'ont pas seulement les relations, c'est-à-dire un lien pour qu'ils puissent venir? Il faut ouvrir pour que les Africains puissent
eux-mêmes se prennent en charge. Et je pense qu'avec ce que nous sommes en train de vivre, c'est en train de venir. Et j'ai bon espoir que cette lutte ne sera pas vaine. Récemment, vous étiez à Bruxelles pour une série de rencontres avec le Parlement européen. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? De Rome, après le lancement du Forum des aristocrates africains et européens à Rome, on avait été invité à Bruxelles par celui qui a présidé donc, la cérémonie, le président Louis Michel, voilà, qui nous a invités et qui nous a introduits dans les sphères du Parlement européen, afin de présenter ce que nous sommes capables d'apporter aussi dans... Il y a la coopération moderne, mais la coopération traditionnelle, je pense que vous êtes mieux placé aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour savoir que la diplomatie traditionnelle est plus efficace que la diplomatie moderne. Cette diplomatie-là, il faut la mettre au profit de l'humanité. Il faut la mettre au profit de l'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle coopération avec l'Union européenne et avec d'autres institutions, même au Canada et tout ça, je suis sûr que nous allons atteindre les objectifs Les relations entre la Côte d'Ivoire, votre pays, et le Mali ont pris du plomb dans l'aile depuis le 10 juillet 2022 avec la détention de 49 militaires ivoiriens par les autorités maliennes. Que pensez-vous de l'option diplomatique choisie par Abidjan pour le réchauffement de ses relations avec Bamako? Vraiment, moi, sur le problème du Mali, je voudrais féliciter les deux gouvernements d'abord, parce que pour qu'il y ait médiation, il faut que les deux parties acceptent. Sinon, il n'y a pas médiation. Donc, je les félicite d'avoir accepté d'abord cette médiation-là. Maintenant, la médiation, elle prend le temps qu'elle peut prendre. Elle prend le temps qu'elle peut prendre. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que il y a la médiation et il y a les facilitateurs. C'est deux choses différentes. Le médiateur, s'il n'y a pas de facilitateur, lui, il n'a pas les résultats escomptés. Et donc, quand il y a le médiateur, il faut des facilitateurs. Et nous sommes des facilitateurs. En Côte d'Ivoire, une décision a été prise par le gouvernement pour attribuer la signature de l'arrêté de nomination des chefs traditionnels à la Chambre des rois et chefs traditionnels. Quel commentaire faites-vous de cette décision, vous qui êtes chef du village de Payopave, situé dans la région du Grand? Que ce serait naturel. Ce serait naturel parce que de toutes les façons, est roi celui dont le peuple reconnaît comme roi. C'est aussi la loi ivoirienne. Donc, si le peuple reconnaît une personne comme roi et que la Chambre voudrait installer une autre personne, mais ils vont s'affronter avec le peuple. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, mais les choses doivent être faites selon l'art de nos cultures. Parce que nommer, chez nous, c'est par élection. Hein? Chez nous, c'est par élection. C'est-à-dire, vous parlez aujourd'hui de démocratie, mais hier dans mon village, voilà comment la démocratie s'est passée. Ça veut dire le chef, les candidats, on vient s'aligner derrière eux. C'est pas qu'est-ce qui est meilleur candidat, meilleure démocratie que ça. Voilà deux candidats, chacun vient s'aligner derrière celui qu'il a choisi. C'est pas plus transparent ça. Voilà, donc on dit que nous on ne connaît pas de démocratie, mais nous sommes des vrais démocrates. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut respecter la règle de l'art qui est que c'est le peuple qui choisit son chef. Ce n'est pas la Chambre. La Chambre entérine ce que le peuple a décidé. En 2020, des violences ont été enregistrées lors de l'élection présidentielle. Des échéances électorales auront lieu en 2023 avec les municipales et les conseils régionaux et en 2025 avec l'élection présidentielle. Faut-il encore craindre des violences?
écoutez, moi je le dis, on ne peut pas, pour ne pas mettre Dieu à l'épreuve, nous devons travailler pour que ces élections-là se passent bien. Voilà, nous devons travailler pour que ces élections se passent bien. Bon, parce que tout est Dieu. C'est lui seul. Il sait ce qui attend la Côte d'Ivoire demain. Et s'il avait écrit que la Côte d'Ivoire, on doit s'affronter, on va s'affronter. Mais nous devons prier et plaider auprès de lui pour que sa miséricorde fasse que la Côte d'Ivoire reste dans la paix. Que pensez-vous des actions menées par le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konombertin? Il faut dire que je ne suis pas beaucoup les activités de la Côte d'Ivoire parce que je suis tout le temps parti. Ce n'est que certaines crises quand j'entends que je me mêle, mais je pense que c'est quand même un garçon intelligent et il a des capacités. Il faut le soutenir aussi, parce que seul, il ne peut rien faire. Donc il faudrait que les rois et les chefs soient à sa disposition, coopèrent pour qu'il y ait la paix. Parce que lui, il n'est que l'autorité, mais la paix, c'est avec les hommes. Donc il faut que les rois et les chefs deviennent vraiment ces antennes dans les villages, dans les hameaux, pour qu'il y ait réellement la paix. Sinon, c'est un garçon très intelligent, je sais qu'il va s'en sortir. Quel est l'état de vos relations avec les principaux leaders politiques, notamment Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara? Les relations, bon, pratiquement sont les mêmes partout, hein, parce que j'ai pas... Quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de problème, tu ne me verras pas. C'est-à-dire, on ne me voit que... Par exemple, vous avez vu ici, quand j'ai reçu Mme Simone Neivé, parce qu'il y avait problème. Voilà. Quand il y a des problèmes, tu me verras. Mais quand il n'y a pas de problème, ce n'est pas nécessaire. Parce que mon rôle, c'est d'apporter la cohésion. Mon rôle, c'est que le peuple ivoire puisse être une famille. Mon rôle, ce n'est pas de trier, de penser que l'autre est RHDP, l'autre est quoi. Non, je ne rentre pas dans ces choses-là. Non, moi, je n'ai pas de relation personnelle avec le président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais eu d'ailleurs de relation personnelle avec lui. Bédié, c'est mon papa, donc vous savez, il fut mon parrain quand je devais me marier avec Tante Oussou. Donc c'est mon père. Voilà. Et le président Alassane Ouattara, il faut dire que c'est quelqu'un, en tout cas, qui m'a convaincu par le simple fait qu'il a honoré ma fonction en créant la Chambre. C'est moi qui l'ai honoré réellement, puisque c'est moi qui ai demandé au sommet des chefs d'État africains. Il pouvait ne pas le faire. Hein. Les autres pouvaient faire, et puis lui ne pouvait pas le faire. Mais ça, c'est une reconnaissance que je ne peux jamais oublier. De mon temps, parce que l'histoire va écrire quoi? C'est du temps, quand j'ai régné, que cela a eu lieu. Et en cela, vraiment, Et puis, le fait qu'il a reçu le président Gbagbo, le fait qu'il a parlé avec le président Bédié, le fait qu'il est en train d'apaiser les choses. En tout cas, il faut dire que l'homme ne peut pas tout faire, mais Dieu va l'aider pour que le reste soit fait. Et c'est ce que je peux dire. Quel message pouvez-vous lancer en guise de fin à la jeunesse ivoirienne? D'accord. En tout cas, je voudrais lancer ce message à toute la royauté africaine de se mobiliser pour aider nos enfants qui sont vraiment menacés par les djihadistes ici, par d'autres choses par là. Il est important que nous ne les laissons pas seuls et nous devons tout faire, surtout par exemple l'Afrique de l'Ouest, que les États soient unis, de sorte que, unis, ils peuvent se défendre. Il ne faut pas permettre des failles, parce que quand il y a les failles, l'ennemi peut rentrer dedans. Donc je plaide pour un lien solide entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et même le Bénin, le Togo, qui sont aussi des pays exposés par les djihadistes. Donc que les rois, en tout cas, se lèvent et aident leurs enfants à être unis. Très important, pour que
nous puissions sauvegarder l'avenir, le peu que nos ancêtres nous ont laissé. Maintenant, à la jeunesse. Il faut, comme le chante quelqu'un, une lettre que tu n'as pas lue, tu ne peux pas commenter. Hein? Une lettre que tu n'as pas lue, tu ne peux pas commenter. Faisons attention. Parce que nos pays sont liés. Nos pays sont liés. Chacun a besoin de l'autre pour avancer. Donc la jeunesse doit faire très attention. Il ne faut pas se lancer dans des pensées qui vont aller contre la destruction des biens de Pierre ou de Paul. Il ne faut pas aller, que ce soit au niveau des partis, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau des organisations. Il faut respecter l'être humain. L'être humain est sacré. Faites très attention. Et puis, évitez de présenter des corps sur Facebook. C'est grave. Il n'y a même plus de moralité. Où allons-nous? Faisons attention parce que nous sommes en perdition. Je demande à la jeunesse de prendre espoir que nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait vraiment une possibilité pour eux aussi d'avoir une stabilité dans la vie. Parce que s'ils n'ont pas de stabilité dans la vie, leurs enfants n'auront pas de stabilité dans la vie, ce sera le désert en perpétuité. Donc, notre combat, c'est de réussir. En tout cas, je plaide auprès de Dieu qu'on trouve les personnes qu'il faut pour créer cette nouvelle Eldorado dans le désert, pour permettre à tous les Africains de ne plus rêver l'Occident, mais de rêver l'Afrique. Merci. C'est sur ce message à l'endroit de la jeunesse que prend fin ce numéro de votre émission. À vous la parole. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de votre émission préférée. À vous la parole.